What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Money! Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode d'Hollywood's Bull, nous allons nous intéresser au cas problématique de Thor Love and Thunder, réalisé par Taika Waititi et sorti en salle en juillet 2022. 29e film du Marvel Cinematic Universe, cette quatrième aventure du Viking intergalactique participe donc de la mécanique jusqu'alors bien huilée par le producteur Kevin Feige, œuvrant pour les intérêts commerciaux communs de Marvel et Disney. Cependant, au vu des résultats de Thor Love and Thunder au box-office, on est en droit de se demander si le MCU n'a pas commis une sortie de route, ne faisant qu'accentuer la lassitude du public mondial pour les blockbusters de super-héros, soi-disant calibrés et spectaculaires. Je dis bien, soi-disant. Kids, get your popcorn out. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? Sur le papier, le pitch de Thor Love and Thunder avait le potentiel nécessaire pour donner lieu à un divertissement grandiose, faisant honneur à la dimension épique et mythique du dieu du tonnerre. L'antagoniste, Gorr le Boucher, a assisté impuissant à la mort de sa fille avant de rencontrer son dieu inutile et égoïste qu'il tue à l'aide d'une lame maudite pour lui faire payer le malheur dont il le juge responsable. Sous l'influence de cette épée corruptrice, Gorr se donne pour mission de tuer toutes les divinités que compte notre vaste univers. Vous visualisez des tableaux badass, quelque part entre God of War et les dessins de Frank Frazetta ? Alors je me dois de vous préciser que ce versant du scénario aurait dû être contrebalancé par le retour du personnage de Jane Foster, le grand amour de Thor, dont le cancer en stade terminal nous ramenait une dimension plus humaine, traitant les problèmes de l'homme derrière le héros. Une alternance entre des enjeux épiques et dramatiques. Même s'il s'inscrivait dans le cahier des charges du MCU, son calibrage visuel et sa formule grand public peu propice au débordement, ce Thor 4 pouvait laisser envisager aux plus optimistes d'entre nous qu'il exploiterait au moins à minima les promesses de son pitch. Mais c'était sans compter que le film serait réalisé et co-scénarisé par le néo-zélandais Taika Waititi, engagé pour officier dans le registre avec lequel il s'est fait remarquer en 2014 grâce à Vampire en toute intimité, celui de la comédie. We have starved. My daughter died. In your name. And well you should. Suffering for your gods is your only purpose. There's nothing for you after death, except death. Taika Waititi avait déjà signé le précédent opus de la franchise, Thor Ragnarok en 2017, dans lequel il décalait déjà la figure mythologique du super-héros avec un humour aux limites périlleuses de la parodie. Cependant, avec un budget estimé à 180 millions de dollars, Thor Ragnarok avait connu un franc succès au box-office mondial en rapportant 853 millions de dollars. Thor Love and Thunder n'a pas égalé son prédécesseur puisqu'il doit se contenter de 760 millions de dollars récoltés dans le monde, alors qu'il affiche un budget de 250 millions de dollars. Une somme d'ordinaire allouée au blockbuster destinée à sinon dépasser, du moins s'approcher du milliard de dollars de recettes. Alors certes, 760 millions c'est un échec relatif en comparaison avec Black Widow, Shang-Chi et Eternal, pataugeant tous trois aux alentours de 400 millions en 2021, et Ant-Man Quantumania, sorti en ce début d'année, calant en dessous des 500 millions. Mais là où on peut être tenté de balayer la question de ces 4 autres échecs en arguant de la lassitude du public pour les formules convenues et répétitives du MCU, on est à contrario tenté de s'arrêter un instant pour argumenter sur l'anomalie que représente le travail de Waititi dans la formule MCU. Hello, everybody. Well, look who it is. How are we doing, guys? Terrible. We're all about to die. You said this planet would be a relaxing holiday. I said it was going to be like a relaxing holiday. Certes, l'humour était déjà présent dans les fondations de l'univers cinématographique Marvel, avec notamment le personnage sarcastique et désinvolte de Tony Stark. Et Thor, le 4e film de la saga sorti en 2011, jouait déjà sur le choc culturel du héros divin égaré dans le commun des mortels.
Mais 11 ans plus tard, avec entre-temps un ton feel-good et une volonté de coolitude à moindre risque, renforcée notamment par l'arrivée de James Gunn dans le MCU, l'humour ne semble plus servir de soupape à des endroits stratégiques du scénario pour atténuer la tension dramatique. La dérision a désormais contaminé le projet dans sa globalité, au point qu'on puisse franchement qualifier Thor Love and Thunder de comédie. Notre héros bloquant 2 motos volantes en faisant un grand écart digne de Jean-Claude Van Damme, des dialogues lourdingues pour souligner sa crise existentielle, une divinité en forme de Bao, ce délicieux amuse-gueule chinois, une hache qui se comporte comme une petite amie jalouse, ou encore des chèvres géantes dont le cri est une référence à un mème qui a fait le tour d'internet, je pourrais continuer à égrener les gags jusqu'à la fin de ce podcast. Listen, we good? I mean, I know it's a little weird having my ex-weapon around, but come on, Mjolnir in the past. It's you and me now, buddy. Alors comédie, c'est une évidence, mais peut-on concéder au film le terme de comédie d'action ? Eh bien c'est justement là que ça se gâte. Alors on pourra m'opposer le quart d'heure en noir et blanc, plongeant dans les ténèbres du récit, au point d'en oublier un instant les couleurs flashy, quasi cartoonesques, qu'il affiche à sa surface. L'ennui, c'est qu'il est difficile de ressentir la tension de cet affrontement entre Thor et Gore, et son dénouement malheureux, car cette séquence a été précédée d'1 heure de gags et de ridiculisation des figures mythologiques. Pas un ou 2 gags malvenus, comme on en trouve parfois dans les blockbusters. Non, 1 heure entière de comédie. Peut-être Taika Waititi a-t-il voulu jouer sur les ruptures de ton pour surprendre le spectateur, mais il rate totalement son effet en nous donnant l'impression de basculer dans un autre film. Et le constat est à peu près le même en ce qui concerne le dénouement du récit, où Thor perd un amour pour en trouver un autre du même coup. Waititi cherche sans doute à nous émouvoir, alors qu'il n'a pas préalablement amené cette émotion, et qu'il a même gêné sa mise en place dans le récit en dédramatisant systématiquement les sentiments plutôt que de les faire tendre vers leur ampleur mythologique. First off, the name is Mighty Thor. And secondly, if you can't say Mighty Thor, Dr. Jane Foster! Mais alors, qui est responsable du score piteux de Thor Love and Thunder au box-office ? Le public rabat-joie, qui n'a pas compris le délire comme il n'avait pas compris celui de Batman et Robin 25 ans plus tôt, et qui réévaluera progressivement le film en tant que monument du what the fuck jubilatoire ? Ne serait-ce pas plus pertinent de questionner la motivation et le positionnement des instigateurs du projet ? On peut s'interroger sur la sincérité de Taika Waititi. Aime-t-il vraiment le personnage et l'univers de Thor pour ce qu'ils sont, ou bien a-t-il besoin d'y appliquer ce traitement dérisionnel pour accepter la commande de Disney entre 2 projets plus personnels comme Jojo Rabbit ? De même pour Chris Hemsworth, qui déclarait avoir retrouvé du plaisir à jouer Thor depuis le traitement de Waititi, après avoir été lassé par ce qu'il considérait comme de l'emphase et du grotesque. Et posons-nous la question de ce qu'attendait vraiment Disney en validant ce traitement dont la surdose de dérision déséquilibre le cocktail action-humour promis jusqu'alors par le MCU. If you're not gonna help us, then at least let us use your weapon. We need your lightning bolt. My lightning bolt is called Thunderbolt. So I think to use somebody's secret weapon like this, that you should at least get the name right when you ask. On peut, sans trop s'avancer, considérer que le public attend généralement du genre du film de super-héros des divertissements spectaculaires, surtout devant une production affichant un tel budget. Qu'est-ce que Disney, Kevin Feige et leur légion d'exécutifs attendaient vraiment en produisant une comédie à 250 millions de dollars, à la place d'un blockbuster épique ? Hormis les films d'animation, rares sont les films au ton comique aussi prononcé à atteindre le $1 milliard de recettes. Même la barre des 500 millions semble hors de portée de nos jours, à l'exception de Deadpool, mais dont le budget n'excédait pas 58 millions de dollars. En considérant les chiffres sous cet angle, on pourra m'objecter que Love and Thunder réalise donc une prouesse avec ses 760 millions de dollars de recettes. Mais que signifie cette prouesse à une époque où Top Gun Maverick et Avatar la voix de l'eau, deux blockbusters jouant sur des tons et un sens du spectaculaire totalement différents, affichent respectivement 1,5 milliard et 2,3 milliards de dollars au box-office. On est en droit de se demander pourquoi les décideurs de Disney et Marvel ont préféré produire une comédie presque parodique. Ont-ils ressenti l'envie consciente ou inconsciente de détruire les franchises lucratives qu'ils ont eux-mêmes créées et usées jusqu'à la moelle ? Cette super-héros fatigue dont parlent les médias américains ne les aurait-elle pas touchés eux avant de toucher le public ? L'avenir du Marvel Cinematic Universe nous éclairera peut-être sur cette question. King Khan, tell them what happened here today. Tell of the time that Thor, his ragtag motley crew, misfit desperados, turned the tide in the battle and etched their names in history. The odds may be against us, but I'll tell you this for free. Here it comes. This ends here and now!
Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast du Blog du Cinéma. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!